La rédaction vous présente ici son dossier audio « Nos illusions », lu par Sandrine Lara, accompagnée de l'édito du rédacteur en chef Sébastien Lilly. Bon voyage et belle découverte à vous. Telle une feuille emportée par une bourrasque, la rentrée nous plonge dans son tourbillon d'exigences. Néanmoins, à l'inverse de la feuille qui a quitté sa branche, nous avons l'aptitude de nous interroger sur ce dédale de sensations. Une capacité rendue possible par cet organe merveilleux logé entre nos oreilles. Existe-t-il des clés pour réinventer notre relation au monde et échapper à nos propres illusions ? De manière paradoxale, le premier illusionniste est précisément cette fascinante mécanique cérébrale qui nous permet de poser cette question. Car notre cerveau est une fabrique de rêves, un architecte de la normalité, également faussaire et illusionniste. Les neurosciences et la psychologie révèlent aujourd'hui que notre meilleur ami est aussi notre plus grand trompeur, dissimulant et révélant les arcanes de la réalité. Généreusement, il nous ouvre d'ailleurs la porte de l'antichambre de la réalité, nous offrant une perspective critique et une nouvelle clé de compréhension. Et si, comme Platon le suggérait déjà dans l'Antiquité, nous étions non pas les maîtres de nos perceptions, mais leurs prisonniers ? L'ère technologique le confirme, nos sens sont facilement leurrés, laissant flotter l'hypothèse vertigineuse que notre existence même pourrait n'être qu'une vaste simulation. Un autre mirage s'insinue, celui du temps. La mécanique quantique, dans sa subtile chorégraphie, nous susurre que les frontières entre passé, présent et futur ne sont que de frêles fils de rosée, alimentant l'éternelle énigme « Le présent est-il l'unique vérité ? Ou bien y aurait-il caché dans les replis du cosmos une myriade d'univers ou temps parallèles ? Oui, la réalité est une ensorceleuse. Et ces questions, loin d'être purement philosophiques, nous rappellent que transcender le reflet dans le miroir, s'extraire de cette dualité perpétuelle entre le moi et le monde, ou encore abandonner les étiquettes pour vivre l'expérience immédiate de la réalité, c'est s'engager sur un chemin d'émancipation et de joie. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur se réveille, disait Carl Jung, résumant ce que philosophes et mystiques ont articulé à travers les âges. Car c'est là, à la jonction du rôle de spectateur et d'acteur, dans cette authenticité de l'expérience, que se trouve une unité bénéfique à notre conscience et à notre être tout entier. Ce 60e numéro d'Inexploré est votre sésame pour ce voyage vers l'essence même de la vie. Bel automne à chacune et à chacun. Nos illusions. Comment être sûr de ce que nous voyons ? Comment décrypter ce que nous ressentons ? Et si le monde qui nous entoure n'était que la projection de notre esprit ? Toutes ces questions qui nous traversent, autant d'un point de vue spirituel que scientifique et psychologique, tendent vers un point commun, la subjectivité. Alors, faisons un petit état des lieux de notre réalité, de notre rapport à l'autre, de notre perception du temps, ou encore de la dualité qui nous questionne. Tentons d'ouvrir les yeux sur ce que nous ne pouvons voir. Réalité, de quoi est fait le monde ? L'être humain modélise le monde à chaque instant, recréant perpétuellement une multitude de réalités individuelles. Mais au-delà de ces prismes singuliers, existe-t-il une autre réalité ? Est-ce que tout est réel ou illusion ? La grande question qui anime les courants spirituels orientaux depuis des millénaires cherche à trancher sur la qualité illusoire ou réelle de l'expérience de la vie. Une quête qui croise aujourd'hui le chemin des psychiatres et psychologues, parfois aussi investiguée par les physiciens. On dissèque le réel, on le découpe, on l'organise, on le classe, on lui applique une terminologie bien à propos. Or, les garants des sagesses ancestrales sont clairs. La réalité ne peut être comprise par la pensée dualiste. Elle peut à peine être appréhendée par les mots. Alors qu'en est-il vraiment ? L'humain baigne-t-il dans un vaste champ d'illusions ? Peut-on vraiment répondre à la question par le biais du langage ?
Pour modéliser la réalité, il faut tout d'abord un corps-esprit. Pour qu'il y ait réalité perçue, il faut un récepteur qui permette de modéliser les informations. C'est le travail du corps-esprit, dont chaque exemplaire peut s'apparenter à un filtre teinté d'une couleur unique. C'est ce filtre qui traduit le monde perçu et vécu en expérience compréhensible par l'être humain. Le docteur Olivier Chambon, psychiatre spécialiste des états élargis de conscience, propose de comprendre l'individu comme un tourbillon temporaire, issu d'un grand champ de conscience. La grande conscience a un désir, très puissant, d'expérimenter la vie dans le contraste. C'est même au-delà du désir, il n'y a pas de mots. Pour cela, un petit tourbillon d'elle-même s'habille de plusieurs couches, de plus en plus denses, jusqu'à devenir matière et être humain, par exemple, explique-t-il. Ce sont précisément ces couches qui se teintent depuis l'enfance, de toute l'histoire individuelle, de ses croyances associées, de ses conclusions positives ou négatives sur la vie. Alors, un prisme singulier se forme pour observer le monde. Ce prisme, c'est un homme ou une femme qui nourrit l'idée d'un moi différencié. Le reflet des différents corps et composants d'un individu sur le champ de conscience donne à l'expérience son côté réel, ajoute le psychiatre. En outre, sans corps ni esprit, pas de possibilité d'expérimenter le contraste de l'existence. Le docteur Chambon évoque alors la théorie de l'involution, élaborée par Bernardo Kastrup. Elle propose que la réalité individuelle dans la matière tient sa consistance d'une identification croissante aux constructions mentales, et ce, jusqu'à la densité du corps physique. Naturellement, le chemin inverse, celui de l'évolution, consiste alors en une désidentification progressive de ces constructions. La découverte de l'illusion du moi n'est pas, comme le suggère la spiritualité moderne, un ego à tuer ou dissoudre, mais bien l'observation des couches successives de construction mentale qui donnent à l'esprit l'illusion d'une continuité, d'une finitude dans la matière. Alors, comment se crée l'expérience humaine de la réalité? Les 5 agrégats, un combustible pour l'expérience du réel. Le Bouddha historique et ses successeurs ont été de grands investigateurs de la véritable nature de l'existence. Aussi, dans le bouddhisme, la formation d'une individualité humaine se compose-t-elle de 5 processus d'activité. Il s'apparente à la bûche de bois qui permet au feu de brûler. De cette manière, ces 5 skandhas se consument pour que le moi différencié expérimente une réalité individuelle et subjective. Ces processus actifs qui façonnent la réalité individuelle sont les formes, les sensations, les perceptions, les constructions mentales et les actes de conscience. À travers eux se dessine un prisme de projection d'une réalité conditionnée. Olivier Reigen-Wangen, maître bouddhiste de la tradition Zen Soto et abbé du temple de Ryomonji, confirme que le soi est formé par ces 5 skandhas ou les 5 agrégats d'attachement. Tout le fonctionnement physique, psychologique et physiologique d'un individu est un processus qui suit la perception des objets par les sens, mais aussi par la volition et l'intention. Il ajoute que tous ces éléments vont à une telle vitesse qu'on ne s'en rend plus compte. C'est d'ailleurs ce que l'on observe en méditation. Cela revient à regarder les agrégats comme l'on scrute les bobines des anciens films. On observe image par image pour comprendre ce qui constitue notre réalité individuelle, notre réalité subjective. C'est une création permanente et hyper rapide. C'est l'attachement aux 5 skandhas, à toutes ces images, qui crée l'illusion de la continuité fluide et stable, comme lorsqu'on regarde un film. Or, c'est cette apparente continuité, cette apparente permanence qui est illusoire. La réalité objective est bien au-delà des agrégats. Les enseignements du Bouddha sont très clairs au sujet de la réalité individuelle. Le soi est impermanent, instable et conditionné. En d'autres termes, comme tout est en évolution permanente, en transformation constante, rien de ce qui constitue un être humain n'a de consistance propre. Un être humain n'est jamais le même d'une seconde à l'autre. Alors, si tout coule et échappe à la saisie du mental individuel, où se situe la réalité? La réalité absolue est prélangagière.
L'expérience de la réalité absolue, au sens de la grande conscience, relève d'une démarche apophatique, explique le docteur Chambon. Cette approche théologique tente une définition par la négation. S'il est impossible de définir la réalité absolue par ce qu'elle est, il semble néanmoins acceptable de la définir par ce qu'elle n'est pas, et elle n'est pas conditionnée. Elle n'est pas dissible. Dès lors qu'il existe une forme de discrimination, un essai de définition, une volonté de délimitation, dès lors qu'une causalité intervient, alors il ne s'agit pas de la réalité absolue, que seule l'absorption silencieuse permet de toucher. Le monde du langage, qui est à la base de notre perception de la vie, impose une réalité déjà tronquée. Le monde de la saisie, de ce que je fais mien ou vôtre. C'est cela qui est à l'origine de l'illusion de séparation entre le monde intérieur et le monde extérieur. Le langage n'est que l'expression de ce malentendu, de cette perception erronée des choses, explique Maître Wangen. L'abbé recommande évidemment la pratique de la méditation pour appréhender cette expérience non dualiste, où réalité intérieure et réalité extérieure ne sont plus deux, mais une. Et si la pratique du zazen représente un espace de connexion à la réalité absolue, Maître Wangen ajoute que tout instant vécu au-delà du langage est susceptible de nous faire réaliser que nous sommes des êtres cosmiques. Cela peut être la contemplation d'un clair de lune, l'absorption dans la beauté de la nature, le rire d'un petit enfant. La réalité absolue, si elle se situe par-delà le langage, cohabite avec la réalité individuelle. La première est-elle donc plus réelle que la seconde ? Deux réalités existent sans se déranger. C'est ce que le docteur Chambon évoque comme étant un monisme à double aspect. Ainsi, par extension, la matière et l'esprit étant les deux aspects d'une même pièce, tout ce qui est expérimenté à l'extérieur, dans la vie matérielle, est la synchronicité ou encore la résonance de ce qui est expérimenté à l'intérieur, dans la perception intime de l'esprit, explique le psychiatre. Matière et esprit ont une unité d'essence. Les deux réalités sont faites de la même substance, la conscience. Maître Wangen corrobore cette assertion en expliquant que l'affirmation d'une réalité n'annule pas l'existence de l'autre. On pense connaître la conscience au sens cosmique, mais on ne connaît rien. Au mieux, on en explore quelques bribes, rien de plus. Nous ne sommes que conscience, et en Occident, on réduit l'étude de la conscience à la conscience de soi, alors que la conscience est élastique. Elle peut se contracter et se dilater complètement. La dilatation totale est la conscience cosmique, la réalité absolue, tandis que les perceptions subjectives du réel sont des contractions de la conscience. C'est précisément cela qui fabrique la réalité relative, les contractions temporaires de la conscience, explique l'abbé. Maître Dogen, moine zen du XIIIe siècle, écrivait ainsi que « La pleine lune se reflète dans l'eau, la lune n'est pas mouillée, l'eau n'est pas troublée. Les deux réalités existent, mais ne se dérangent pas. » Vivre en conscience signifie véritablement vivre dans l'ouverture à ces deux réalités. Toutes les activités de la vie matérielle deviennent alors le support d'une absorption dans coup, la vacuité, la non-saisie. Si la spiritualité moderne, par malentendu, tente parfois de préconiser la mise à mort de l'ego, du moi comme voie de libération de la souffrance, le docteur Chambon explique que l'ego est l'ensemble des reflets de tous les corps qui constituent une individualité. Ce serait une hérésie de vouloir le tuer. L'ego est le véhicule qui permet d'explorer la réalité. Et même si cette partie du psychisme a besoin de contrôle, de certitude, parfois en excès, elle reste indispensable pour la vie sur Terre. L'illusion se tient là, dans la méconnaissance de ces deux réalités. Prendre la réalité subjective pour réalité ultime, c'est cela l'illusion. Cela ne signifie en aucun cas que l'expérience de la vie est illusoire. Maître Wangen conclut sur la question de l'illusion du moi en précisant que même la réalité relative est vraie, puisque tout grand moine, aussi éveillé qu'il soit, a toujours un nom et une apparence. Finalement,
tout est réel. Tout est réel, enseignait sans sourciller Mazu Daoyi, patriarche du bouddhisme Chan chinois, 8e siècle. Les courants orientaux qui ont traité de la vacuité ont souvent été associés au nihilisme, à la négation du réel. S'attacher à ce débat, de savoir si la substance cosmique est vide de soi, ou soit elle-même, semble détourner le chercheur de sa véritable quête, une quête d'expérience. C'est d'ailleurs pour cela que tous les courants religieux, ayant abordé cette question, préconisent certes l'étude des enseignements, mais surtout la pratique de la méditation et de l'absorption, seule révélatrice de la véritable nature de la réalité. Abhinavagupta, philosophe et mystique du Cachemire, Xe siècle, éclaire la question de la réalité dans ses hymnes en évoquant la réalité libre de vide et de non-vide. De son point de vue moderne, le docteur Chambon explique quant à lui qu'à la question de savoir si le monde existe vraiment ou s'il est illusion, voici ma réponse. Tout ce qui est perçu existe. Tout ce qui est utile est vrai. Alors, si tout est réel, pourquoi parler d'illusion ? L'illusion est la certitude temporaire, le temps d'une courte vie d'homme, d'être une unité métrique finie et ultime, distincte du grand flux cosmique. Mais la rupture n'est pas obligatoire. La certitude qu'un être humain séparé est une réalité ultime s'avère être une voie très empruntée en Occident. Elle est pourtant loin de faire l'unanimité. Les voiles de l'illusion sont érigés par les systèmes de croyance, les constructions mentales, le sentiment d'être séparé. Dukkha est la réalité subjective. C'est un long apprentissage depuis qu'on est bébé. On commence à nommer des choses, à mettre des mots. Le langage commence à façonner l'esprit humain par l'appropriation du « je ». C'est en fait un très long apprentissage pour croire pleinement à la réalité relative. Un jeune enfant est guidé naturellement par le flux cosmique, puis il apprend à se façonner pour entrer dans notre monde et se coupe progressivement de la réalité absolue pour croire fermement en sa réalité relative, explique l'abbé. D'autres civilisations, encore très connectées à la Terre, au cosmos, à la vie, n'ont pas cette même manière de construire l'individu. Essentiellement, ce malentendu s'accentue dans les sociétés qui indexent la valeur de la vie sur l'expression individuelle de l'existence. La réalité est telle qu'elle, c'est l'inséité, immo en japonais. Elle ne se dit pas, elle ne s'imagine pas, elle se vit uniquement, conclut Maître Wangen. Finalement, modéliser le monde et créer une réalité individuelle n'a rien d'illusoire. Seule la certitude que cette réalité est l'ultime et permanent support de l'expérience du vivant est illusion. Alors, plutôt que de se perdre dans des discussions sur la prévalence du soi ou de la vacuité comme réalité ultime, ou encore d'entrer en lutte contre l'existence d'une réalité subjective perçue par l'ego, il est préférable de se tourner vers l'expérience silencieuse du vivant, dans le corps connecté au cosmos, à la grande conscience. Il est préférable de se tourner vers l'expérience silencieuse du vivant, dans le corps, connecté au cosmos, à la grande conscience. Véritable amour ou complot biologique ? Des neurotransmetteurs au sens, en passant par notre psyché, les composantes inconscientes de la relation amoureuse sont nombreuses. Par Julie Klotz. L'amour dure 3 ans, nous dit Frédéric Becbédé dans son film et son livre homonyme. Mais peut-on réellement parler d'amour ? Ne serait-ce pas davantage l'attraction des sens ou la passion amoureuse qui dure 3 ans ? Le taux de dopamine augmente chez celui qui tombe amoureux, tandis que son taux de sérotonine s'effondre. Fall in love en anglais. Il n'a plus aucun esprit critique et devient omnubilé par l'être aimé. Cela peut durer entre quelques mois et 3 ans tout au plus, car il faut bien retrouver sa lucidité pour gérer son quotidien. Ceux qui deviennent accros à ce flux hormonal feront tout pour le réactiver, un peu comme des toxicomanes, et préféreront changer de partenaire tous les 3 ans, même s'il existe d'autres solutions,
explique le docteur Yann Rougier, spécialiste dans les neurosciences. Au niveau neurologique, le coup de foudre s'apparente donc, selon lui, à un état de dépression heureuse. La dopamine et la sérotonine sont des neurotransmetteurs ou neuromédiateurs. Les deux termes sont employés indifféremment. Autrement dit, des substances chimiques libérées par les neurones et agissant sur d'autres neurones impliqués dans le processus amoureux. La dopamine renforce notre énergie, nous empêche de dormir et de manger, module notre humeur, notre enthousiasme, focalise notre activité mentale sur la personne désirée, stimule notre envie d'entrer en relation avec elle et nous donne un sentiment profond de satisfaction. La sérotonine, en baissant, réduit notre lucidité et nous concentre sur les qualités de notre partenaire plutôt que sur ses défauts. Elle participe aussi à la mise en commun des névroses et des peurs. À ces deux-là s'associe un troisième neurotransmetteur, l'ocytocine, qui favorise la tendresse, l'empathie, la sécurité, permettant l'éloignement de l'un ou de l'autre, la confiance et donc l'attachement. Nos sens dans tous leurs états. Via les neurotransmetteurs, notre cerveau nous jouerait donc des tours. Quand on tombe amoureux, notre vision du monde change brusquement. Notre concentration, notre mémoire, notre perception et notre comportement sont modifiés. On a très souvent l'impression que l'objet de notre amour est unique. 4 heures par jour, c'est d'ailleurs la durée moyenne que passent les jeunes amoureux à penser l'un à l'autre, selon la neurobiologiste Lucie Vincent. Notre cerveau émotionnel étant activé par tout ce qui nous plaît chez l'autre, cela exacerbe nos sens. Le coup de foudre passe indubitablement par le cortex visuel, mais également par l'ouïe, l'odorat et même le goût, via la salive d'un baiser. Parfois, quand elles sont associées à des souvenirs heureux de notre enfance, la voix ou l'odeur d'un individu peuvent nous attirer vers lui. Il existe cependant des constantes concernant l'attraction. Les individus sont plus attirés par les corps et les visages symétriques car c'est signe de croissance, de fertilité et de longévité, nous explique encore Lucie Vincent. Les phéromones, même si leur existence n'est pas scientifiquement prouvée chez les humains, pourraient également jouer un rôle dans l'attraction amoureuse. Parallèlement aux stimulations cognitives, il est probable que l'on reçoive un message chimique de la part d'un individu donné, et ce, avant même de le connaître intimement. D'évaluer son niveau intellectuel, ses goûts et son rapport au monde. Le cerveau de la femme serait même capable de décoder l'état du système immunitaire d'un homme et un homme capable de repérer une femme en période d'ovulation, selon certaines études. Autant dire que les processus inconscients sont nombreux quand il s'agit de se reproduire. Robin Baker, biologiste et spécialiste de l'évolution à l'Université de Manchester aux États-Unis, va même encore plus loin lorsqu'il affirme dans son livre Sperm Wars, qui se traduit en français par les guerres du sperme, que nos comportements amoureux sont uniquement déterminés par des calculs reproductifs. Le piège de la sexualité ? Quand on fait l'amour, plusieurs hormones entrent dans la danse. Les endorphines sont sécrétées à cause d'une saturation cérébrale des sens. À la suite, par exemple, de caresses ou d'un baiser, elles déclenchent une sensation d'euphorie et de bonheur. Seul problème, ces effets ne sont pas durables, entre 2 et 3 heures, et sont semblables à ceux d'une drogue, précise le docteur Yann Rougier, ce qui crée rapidement une sensation de manque. Et évidemment, leurs effets diminuent avec l'usure du sentiment amoureux dans le temps. Il n'est donc pas étonnant que l'être humain cherche à faire l'amour, encore et parfois avec des partenaires différents, afin de retrouver la sensation perdue du début de relation. Certains, victimes de l'illusion, vont même jusqu'à tomber dans une forme d'addiction. Chez la femme, la stimulation du col utérin et des mamelons lors des relations sexuelles déclenche une forte libération d'ocytocine dans le cerveau, ce qui viendrait renforcer le lien avec son partenaire et par là même l'attachement. Selon le docteur Lucie Vincent, il serait même possible que des rapports sexuels répétés soient une garantie de durée de la relation. D'autant plus que faire l'amour, quand ce n'est pas excessif, est bon pour la santé, révèlent plusieurs études. En parallèle, car rien n'est simple, le manque serait susceptible de créer le désir, ce qui renvoie à la dimension psychologique de l'être. Grâce au mystère, l'autre nous échappe, ce qui crée du manque et donc du désir. Quand le mystère, le manque, l'utopie, le risque disparaissent, l'ennui peut s'installer et créer des métastases relationnelles. Le désir
ne peut exister qu'à partir du moment où il y a encore quelque chose de caché, analyse le sexologue Alain Héril. Sortir de l'illusion. Aux mécanismes biologiques inconscients s'ajoutent donc ceux qui relèvent du psychisme, les deux étant reliés, comme nous le révèlent depuis quelques années les neurosciences. Qu'est-ce qui me pousse à m'éprendre de cet individu plutôt que d'un autre ? Les éléments transgénérationnels, tout comme l'enfance, conditionnent nos histoires d'amour qui sont aussi des histoires de complémentarité de névrose. Bien souvent, nous sommes attirés l'un vers l'autre pour panser nos blessures et nous guérir mutuellement. Mais avant d'aimer l'autre, encore faut-il apprendre à s'aimer soi-même en sortant de l'histoire que l'on se raconte. Or, pour s'aimer, il faut apprendre à se connaître. Quelles sont mes blessures ? Lise Bourbeau, spécialiste du développement personnel, en identifie 5. Abandon, rejet, humiliation, trahison, injustice. Quelles sont mes peurs ? Quels sont mes besoins ? Quel est mon type de fonctionnement ? Il est important de conscientiser tout cela pour choisir le bon partenaire et vivre une relation qui nous fait grandir. Quand les phénomènes d'inhibition de l'esprit critique sont levés par la remontée du taux de sérotonine, les défauts du partenaire sautent invariablement aux yeux. Il s'agit alors d'observer ce que nous avons mis en place dans le couple pour continuer à sécréter de la dopamine, de l'ocytocine et de la sérotonine dans un cercle vertueux. La création d'une famille, d'activités ou de projets en commun peut venir renforcer le lien et la complicité au sein du couple. En parallèle, une admiration lucide de son partenaire peut venir remplacer l'idolâtrie du début. C'est ainsi que de la chimie des sens peut naître le véritable amour. Plus nous sommes personnellement riches en dopamine, en ocytocine, mais aussi en sérotonine, moins nous avons besoin d'aller les chercher chez l'autre, et donc de nous nourrir de lui. Et moins nous dépendons de l'autre, plus notre bonheur sera durable, observe le docteur Yann Rougier. Un couple qui dure est pour lui un couple qui devient autonome émotionnellement au niveau de ses neurotransmetteurs. Ce n'est qu'une fois tous les mécanismes, biologiques et psychiques mis au jour, que l'on pourrait théoriquement sortir de l'illusion et reprendre la main sur nos choix. Au-delà de ces 2 critères, s'entendre sur les valeurs culturelles et spirituelles semble également important si l'on souhaite bien s'accorder. Cependant, si la biologie, la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, la philosophie ou encore les spiritualités peuvent nous aider à conscientiser la façon dont l'être humain fonctionne, notamment dans ses relations amoureuses, il est probable qu'il reste toujours une part inexplicable, insaisissable dans ce qui pousse un individu vers un autre. Il y a, et c'est tant mieux, sans doute aussi un mystère que nul ne saurait révéler. Merci de nous écouter. Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.